Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans mes carnets noirs. Je vous emmène aujourd'hui dans la ville de Springfield, dans le New Jersey, pour une affaire très intrigante où se retrouvent sorcellerie, occulte et tueurs en série. Jeannette de Palma est née le 3 août 1956 dans une famille de la classe moyenne supérieure de Springfield. Elle est la 6e enfant de ses parents. Sa famille vit dans une belle maison au numéro 4 Clearview Road, dans un quartier des plus tranquilles. Quand le temps est clair, les habitants ont vue sur l'horizon de Manhattan. Les parents de Jeannette, Florence et Salvatore de Palma, sont des chrétiens très fervents. Ils appartiennent à l'Église des Assemblées de Dieu et ils élèvent leurs enfants dans le respect de ses croyances. Jeannette, d'après ses proches, est très croyante et essaye de conduire les autres vers Jésus. Elle est aussi impliquée dans un travail communautaire pour venir en aide aux toxicomanes. Elle est élève à l'école secondaire John Dayton et prévoit de fréquenter dans le futur une université biblique. Le 3 août 1972, la jolie jeune fille fête ses 16 ans. 4 jours plus tard, le 7, Jeannette annonce à ses parents qu'elle va voir une de ses amies à Berkeley Heights. Elle quitte la maison familiale à 13h20 pour faire de l'autostop et prendre ensuite un train. Elle a un travail à temps partiel dans un magasin de vêtements à Summit et s'y rendra directement de chez son amie. Elle n'arrivera jamais ni chez son amie ni à son travail et ne retournera pas chez elle. Dès le lendemain, toute sa famille se met à la recherche de Jeannette. Les jours passent et aucune trace d'elle n'est retrouvée nulle part. La police pense à une fugue et ne fait rien, même si chaque jour qui passe réduit les chances de la retrouver vivante. Le 19 septembre 1972, une habitante d'un immeuble de Wilson Drive reçoit un étrange cadeau de la part de son chien. En revenant d'une de ses balades, il lui a ramené un os entouré de chair en décomposition. En y regardant de plus près, la propriétaire du chien voit une main droite avec du vernis à ongles de couleur pâle. Immédiatement, la police de Springfield forme une équipe de recherche avec des chiens pour retrouver le reste du corps. Il finit par être trouvé au sommet d'une falaise à l'intérieur de la carrière Uday. Cette falaise est connue par les habitants sous le nom de Dent du Diable. L'endroit est assez sauvage, boisé et peuplé d'animaux sauvages. Le corps est couché face contre terre avec son bras restant posé sur une grosse branche et, selon l'un des enquêteurs, est entouré de rondins qui semblent former un cercueil autour de la victime. Des croix faites avec des branches se trouvent à l'intérieur de ce cercueil de fortune. La tête de la victime est entourée de pierres qui forment un arc de cercle. Aucun sac à main n'est retrouvé. Par contre, des objets pouvant appartenir à la victime sont découverts par terre non loin de la dépouille. Il y a du maquillage, des mouchoirs en papier, un inhalateur Vicks et un petit flacon en plastique dans un sachet de cellophane. La jeune femme est habillée. Le corps n'est pas identifiable à cause de sa décomposition avancée et des dégâts causés par les animaux. Les dossiers dentaires sont comparés avec ceux des personnes portées disparues et malheureusement, il s'agit bien de Jeannette. L'autopsie ne donne pas beaucoup de résultats. Des radios de son crâne sont faites et ne montrent pas de fractures ni de coups. Le reste du corps ne montre aucun signe d'impact de balles, de plaies par arme blanche ou d'autres blessures traumatiques. Par contre, le corps présente un taux de plomb anormalement élevé, ce qui n'est expliqué ni par le légiste ni par la police. Le médecin penche pour une mort par strangulation, mais la cause de la mort est officiellement reconnue comme suspecte, mais pas comme un homicide. Malgré ce résultat excluant un crime, les vêtements tachés de Jeannette sont emballés et envoyés au laboratoire du FBI pour être analysés. Le 3 janvier 1973, le rapport du FBI tombe. Les cheveux trouvés sur les vêtements de Jeannette et dans la terre autour de son corps ont été comparés aux siens. Et ça match. L'analyse microscopique a révélé qu'aucun cheveu étranger n'a été retrouvé sur les vêtements de la jeune femme. Les taches sur les vêtements et sous-vêtements sont trop dégradées pour des analyses de sang et de sperme concluantes. Détail intéressant, son sac à main et son collier avec un pendentif en forme de croix n'ont jamais été retrouvés malgré une fouille approfondie des lieux. La découverte du corps fait rapidement le tour de la ville. L'ombre d'un crime satanique se profile. Quoi de mieux qu'une jeune fille pieuse tuée à la dent du diable pour faire un sacrifice?
Les journaux s'en donnent à cœur joie pour vendre du papier. On trouve des articles disant des choses telles que « Les autorités locales refusent de commenter cette mort mystérieuse ». Mais des sources bien informées confirment que des adolescents satanistes sont impliqués dans l'affaire de la pauvre Jeannette. Le New York Daily News interroge le révérend James Tate qui dit « La jeune Jeannette a été tuée par les disciples du diable parce qu'elle essayait de répandre la bonne parole sur Jésus-Christ. Elle a également parlé aux païens de la puissance du Christ. Leur sectarisme est apparu et ils l'ont tuée. » Le neveu d'un policier en remet une couche en disant « Mon oncle travaillait comme policier. Le jour où le corps a été retrouvé, mon oncle est venu voir ma mère et l'a averti de ne plus jamais retourner à la carrière. On raconte que des flèches étaient gravées sur les arbres autour du corps qui ont conduit les détectives sur les lieux du crime. Tout autour de son corps se trouvaient des animaux morts attachés aux arbres avec de la ficelle et certains dans des bocaux. Peu de temps après, des rapports ont fait état de mutilations et de pendaisons d'animaux de la même manière dans la réserve de Watchung, qui est également très proche de la scène du crime. Voilà de quoi entretenir les rumeurs les plus folles. Il faut dire que les crimes de Charles Manson et de sa clique et le film Rosemary's Baby ont traumatisé une partie de la population. Sans oublier l'affaire de John List qui venait d'abattre toute sa famille dans le New Jersey et dont il se dit que la fille était une sorcière. Les policiers font même venir une sorcière sur la scène du crime pour qu'elle confirme qu'il s'agit bien d'un sacrifice rituel. Pendant que les affabulations font le tour de la ville, l'enquête se dirige vers un sans-abri appelé Red. Il campe dans la zone de la carrière où le corps a été trouvé. Et il a disparu. Il finit par être attrapé, interrogé et innocenté. Une jeune femme de 19 ans, Robin, vient se présenter à la police. Elle est certaine d'avoir pris Jeannette en stop le soir de sa disparition. Elle déclare qu'elle conduisait de Kenilworth à son appartement à Berkeley Heights vers 22h30 ou 23h le 7 août 1972 lorsqu'elle a vu une toute petite jeune fille aux cheveux noirs faire du stop au coin des avenues Maurice et Springfield. Je me suis arrêtée, j'ai dit « Pourquoi fais-tu de l'autostop si tard et où vas-tu » La fille a répondu « Je vais à Berkeley Heights pour rencontrer des amis ». Robin dit à la fille qu'elle ne pouvait l'emmener que jusqu'à son propre appartement sur Cones Avenue, à côté de Springfield Avenue. Et la jeune fille a répondu que c'était bien parce qu'elle rencontrait des amis à seulement un pâté de maison à l'intersection des avenues Springfield et Snyder. La jeune fille était très silencieuse dans la voiture, jouant avec un collier et la sangle de son sac, a déclaré Robin. La jeune fille est descendue de la voiture sur Springfield Avenue et Robin se souvient l'avoir vue marcher vers un petit groupe de jeunes près du feu de circulation sur Snyder Avenue. Lorsqu'elle a appris que le corps de Jeannette avait été retrouvé, Robin a déclaré qu'elle avait réalisé qu'elle correspondait à la description de la fille qu'elle avait récupérée. Robin l'avait marquée dans son calendrier, une de ses habitudes de garder une trace des événements, et l'a montrée à la police lorsqu'ils l'ont interrogée. Alors que Robin se souvenait de détails sur l'apparence de la jeune fille au-delà de sa petite taille et de la couleur de ses cheveux, la police a écrit qu'elle avait déclaré que la jeune fille portait une salopette, un haut de couleur claire et des sandales. La police a déclaré que le corps de Jeannette avait été découvert portant une salopette beige, une chemise bleue et des sandales. La police a également écrit que la rencontre avait eu lieu vers 20h30, mais Robin a déclaré qu'elle était sûre que c'était plus tard, car il faisait complètement noir et qu'elle était surprise de voir la jeune fille faire du stop à cette heure-là. Il n'en faut pas plus pour émettre une autre théorie. Jeannette a menti à ses parents pour rejoindre des amis et faire une fête sur la dent du diable. Elle a pris de la drogue et a fait une overdose. Ses amis ont paniqué et se sont enfuis en la laissant à son triste sort. Pourquoi pas? Mais dans ce cas, certaines choses sont à éclaircir. Elle est partie de chez elle à 13h20 et a été prise en stop tard le soir si on en croit Robin. Où était-elle entre les deux? Qu'a-t-elle fait de tout l'après-midi? Comment est-elle montée sur la dent du diable? Ce n'est pas facile d'y grimper et elle avait de petites sandales aux pieds, pas du tout adaptées à l'escalade et dans le noir en plus. Sur les lieux, il n'y a aucune trace de fête, pas de feu de camp pour s'éclairer, aucun déchet, rien ne prouvant qu'une bande de jeunes est venue s'amuser et est partie précipitamment. Et pourquoi ses amis auraient vidé le contenu de son sac à main par terre pour partir avec? Et pourquoi lui prendre son collier? D'où proviennent le sang et le sperme trouvés sur ses vêtements? Et pourquoi ne pas avoir fait de test de dépistage de drogue sur son corps? La police, pour on ne sait quelle raison, a cherché les métaux lourds dans son organisme, mais aucun test pour la drogue n'a été fait. Aberrant. Et d'ailleurs, d'où provient le plomb trouvé dans son corps? Quant au fameux flacon trouvé, on ne sait pas ce qu'il contient. Selon la maman de Jeannette, il pourrait s'agir d'un flacon de coricidine utilisé par sa fille pour se débarrasser de son rhume. Mais il n'a pas été analysé.
Que de lacunes dans cette enquête. Un autre crime assez semblable se produit dans la même période que celui de Jeannette et présente certaines similitudes. Joanne Kramer, 24 ans, vit à South Orange dans le New Jersey et est étudiante à l'Université de Columbia. Elle disparaît le 15 août 1972 après une dispute avec son petit ami. Elle quitte le domicile pour prendre l'air. Vers minuit, elle téléphone à une amie et lui dit qu'elle va prendre un taxi pour rentrer chez elle. Des témoins la voient parler avec un homme dans une voiture et c'est la dernière observation d'elle vivante. Quelques jours après sa disparition, un inconnu passe des coups de téléphone à sa famille pour demander une rançon. Le corps de Joanne est retrouvé nu le 28 août dans un fossé dans le parc Elizabeth River à Union par 2 adolescents. L'autopsie révèle qu'elle a été étranglée. Petit détail qui nous ramène à la sorcellerie, un pont routier passe au-dessus de la rivière Elizabeth et il s'appelle le pont du chemin de Salem. Intéressant. Un comptable est jugé pour ce meurtre mais il est déclaré innocent. Et un autre mois d'août va se révéler meurtrier rappelant l'affaire de Jeannette. Le 9 août 1974, Marie-Anne Prior, 17 ans, décide d'aller s'acheter un nouveau maillot de bain au centre commercial Garden State Plaza à Paramus dans le New Jersey. Elle demande à son amie Lauren Kelly, 16 ans, que tout le monde appelle Laurie, de l'accompagner. Marie-Anne dit à sa famille qu'elle sera de retour dans quelques heures et s'en va. Le petit ami de Laurie, Ricky, dépose les 2 copines à l'arrêt de bus pour aller au centre commercial et s'en va. À 22 heures, la famille de Marie-Anne est inquiète. Elle n'est toujours pas rentrée de sa virée shopping. Ils appellent la famille de Laurie qui se révèle tout aussi inquiète. Elle n'est pas rentrée non plus. Ils contactent la police qui leur répond qu'ils doivent attendre 24 heures avant de déposer un rapport officiel de disparition. Les 2 familles partent donc elles-mêmes à la recherche des 2 amies. Le 14 août, à Montval, qui se trouve à 30 km de l'arrêt de bus où les filles ont été déposées, une femme se dirige vers sa voiture et voit dans la zone boisée qui borde le parking les corps des 2 jeunes disparus. Les 2 malheureuses ont été abusées, torturées et sont mortes asphyxiées. Je vous passe les détails des horreurs qu'elles ont subies. La police pense que les 2 filles ont fait du stop au lieu de prendre le bus comme prévu, mais les 2 familles ne sont pas du tout d'accord avec ça. Les 2 amies étaient trop méfiantes pour monter en voiture avec un inconnu. Le tueur serait-il une de leurs connaissances ou ont-elles été emmenées de force? Honnêtement, tous ces meurtres ont un air de ressemblance. Et si un seul homme avait commis tous ces crimes? Le 22 mai 1980, un employé d'un motel de Hasbrook Heights dans le New Jersey contacte la police. Il entend depuis quelques minutes des cris provenir de la chambre 117. En pénétrant dans cette chambre, les policiers découvrent une femme attachée au lit et couverte de blessures. Son agresseur est arrêté dans les couloirs alors qu'il tentait de s'enfuir. Il s'appelle Richard Cottingham. Lors de l'enquête qui suit cette arrestation, il apparaît que l'homme est le tueur que tout le monde craint et recherche depuis des années, le Torso Killer. Et le gars ne s'en cache pas. Il se vante même. Il est fier de ses crimes. Il affirme avoir tué plus de 100 femmes. Officiellement, il est lié avec certitude à 11 meurtres. Pour la petite histoire, il purge une peine de 200 ans de prison. Et pourquoi ce sale type nous intéresse? Eh bien, en avril 2021, il finit par avouer les meurtres de Marie-Anne Prior et de Lauren Kelly. Les 2 filles ont bien fait de l'autostop et sont montées dans sa voiture. Il les a emmenées dans un motel où il les a abusées et torturées. Si une des filles ne lui obéissait pas, il menaçait de tuer l'autre pour la punir. La nuit, il les attachait, les bâillonnait pour qu'ils puissent dormir tranquillement. Quand il en a eu assez, il les a noyées dans la baignoire de l'hôtel avant de les jeter où elles ont été retrouvées. Son avocat dit « Il est soulagé que ce nuage qui planait au-dessus de sa tête depuis de très nombreuses années soit désormais levé. Il a beaucoup de regrets et espère que ses aveux vont permettre aux familles de tourner la page. Le culot de ce type est assez impressionnant. » Dans le cadre d'un accord de plaidoyer, les procureurs ont déclaré que Cottingham devrait être condamné à 2 peines d'emprisonnement à perpétuité supplémentaires qui seront purgées en même temps que la peine qu'il purge déjà. Pourrait-il être l'assassin de Jeannette? C'est tout à fait possible. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il n'avoue pas. Il n'a plus rien à perdre et se montre fier des choses affreuses qu'il a commises. Il s'est juste contenté de dire à un journaliste que c'est lui qui avait tué Jeannette, sans donner aucune preuve. À la fin des années 90 et au début des années 2000, le magazine Weird NJ reçoit plusieurs lettres anonymes concernant la mort de Jeannette. Le rédacteur en chef et cofondateur, Marc Morand, a commencé à enquêter sur l'affaire et écrit sur de nombreux détails prétendument suspects, notamment l'allégation selon laquelle la police de Springfield avait perdu ou détruit le dossier.
Le département de police de Springfield maintient que le dossier a été perdu en raison des inondations provoquées par l'ouragan Floyd en 1999. D'autres affirment qu'une copie existe toujours. Moran s'est finalement associé au correspondant de Weird NG, Jesse P. Pollack, pour écrire le livre Death on the Devil Teeth, The Strange Murder That Shook Suburban New Jersey. Au cours de leurs recherches, Pollack et Moran ont découvert plusieurs cas de dissimulation possibles, des liens avec d'autres meurtres non résolus et des suspects jusqu'alors inconnus. Les photos de la découverte du corps de Jeannette ont fini par être retrouvées et analysées. Il n'y a aucune trace de croix, de cercueil en rondin autour du corps, d'animaux pendus ou en bocaux, ou de signes cabalistiques. Edward Salzano, un détective privé à la retraite et ami du neveu de Jeannette, John Bonsey, poursuit le bureau du procureur du comté d'Union pour tester l'ADN des vêtements de Jeannette. Demande rejetée par la juge Karen Cassidy. Selon elle, Salzano n'a pas la qualité d'intenter une action en justice car il n'a aucun lien juridique avec Jeannette, sa succession ou toute autre personne susceptible d'avoir un intérêt dans l'issue de l'affaire. Elle dit aussi que le procès n'avait aucune base légale pour contraindre le bureau du procureur à prendre des mesures, car en vertu de la loi de l'État, le bureau dispose d'un large pouvoir discrétionnaire sur la manière d'enquêter sur les crimes. Vous allez me dire, il y a le fameux neveu. Malheureusement, il est décédé. Voilà pourquoi Salzano dit dans les documents demandant ses analyses « Jeannette n'a plus de voix maintenant. Personne pour la défendre. » Il supplie le bureau du procureur de rouvrir le dossier afin que le public puisse fournir des informations. Il dit « Parmi les personnes que j'ai interrogées et rencontrées en ville, il y en a qui semblent savoir ce qui s'est passé mais qui ont encore trop peur pour se manifester. Si l'affaire vous intéresse, il y a une page Facebook appelée Justice for Jeannette. Alors selon vous, Jeannette a-t-elle été la victime d'un culte satanique, celle d'un tueur en série, d'un prédateur isolé, ou sa mort est-elle accidentelle ?